Salam alaikum, Azul, bonsoir. Avec le coup d'État perpétré en janvier 1992, une répression étatique s'est abattue sur le pays qui dure jusqu'à ce jour. Des milliers d'opposants ou de prétendus opposants ont été persécutés à la suite de l'interruption du processus électoral et l'interdiction 2 mois plus tard du fils. Depuis cette date, on recense des disparus. Toutefois, le plus grand nombre d'enlèvements par les forces de sécurité ont été enregistrés durant les années 1994 et 1996. Les années se suivent et se ressemblent pour les mamans, ces épouses, ces sœurs d'hommes qui leur avaient été arrachés à leur affection, par cela même censés protéger la société et défendre la loi. Ces forces dites de sécurité qui s'étaient mises au service non pas d'une bien chimérique république, hélas, mais de malfaiteurs qui avaient pris tout le pays en otage, qui en faisaient ce qu'ils voulaient et qui, après l'avoir pillé, ravagé, avaient laborieusement entrepris d'enlever les enfants, de les séquestrer, de les torturer, peut-être très vraisemblablement, à Dieu ne plaise de les assassiner. Nous voulons rappeler aujourd'hui la mémoire de ces hommes qui ont été enlevés par les forces dites de sécurité. Je le répète, de permettre à leurs familles de s'exprimer depuis cette tribune, d'en appeler à la solidarité de leur peuple, à celle des opinions publiques internationales, parce que pour ces familles, tant que ces cas de disparition forcée n'auront pas été élucidés, tant que les criminels qui les ont perpétrés ne les auront pas reconnus, tant que la vérité ne sera pas entièrement connue sur le sort qui a été réservé à ces malheureuses victimes, celles-ci continueront d'être considérées comme vivantes, encore séquestrées dans des lieux tenus secrets par des hors-la-loi qui se servent de la loi pour priver des citoyens de leur liberté et de leur dignité. Nous recevons donc encore une fois des familles de ces Algériens qui ne sont pas des disparus, mais des citoyens qui ont été enlevés, kidnappés, séquestrés, très vraisemblablement torturés, parfois même, je le répète encore une fois, exécutés dans des conditions qui devraient tôt ou tard conduire à l'arrestation et au jugement de ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes. De ces crimes qui les ont ordonnés ou qui les ont couverts de leur silence ou de leurs mensonges. Certains militants des droits de l'homiste de service disent même l'obstination de ces mères, de ces épouses, de ces sœurs, courage, qui refusent d'oublier les bien-aimés qui ont été ravis à leur affection. Exigeant une commission de vérité, les familles de disparus hantées par la disparition de leurs proches n'ont à ce jour trouvé aucun écho à leurs revendications. Pire, elles sont désormais confrontées à un rempart constitutionnel, la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Cette charte assure une immunité aux membres des groupes armés islamistes tout en interdisant l'assignation en justice des agents de l'État, pourtant auteurs des disparitions forcées de citoyens algériens. Mais le pire, l'insoutenable, est que nous devons dire et même que nous devons crier n'est pas seulement dans l'attitude de la mafiocratie qui gère le pays aujourd'hui, qui tue et torture, mais dans la passivité, dans cette cruelle indifférence de la société algérienne qui détourne le regard, qui se montre tout à fait désintéressé, voire même agacé parfois par cette volonté inébranlable. Aujourd'hui, 30 août 2018 est la journée internationale pour les victimes de disparition forcée. La presse algérienne, vous allez me dire, a oublié de glisser un sujet, une brève, une dépêche, 2 phrases, 2 mots sur le sujet. Pourquoi la presse, les intellectuels, les artistes, les écrivains abandonnent ces familles? Il est 20h à Paris, il est 19h à Alger. Aviez-vous vu un parti politique animer une conférence, s'exprimer?
en ce jour de rappel, une conférence de presse de Ould Abbas, peut-être de Yahya, du FFS, du MSP, de Louisa Hennoun, du RCD, un sit-in dans une place publique aujourd'hui, devant la présidence, un mouvement citoyen. Seuls ces mamans et enfants occupent la rue depuis maintenant plus de 20 ans. Aujourd'hui. Journée internationale des disparitions forcées, justice et vérité. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Nassera Dutour, présidente de SOS Disparus. Nassera Dutour, marhaba bik, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir sur le plateau de Mara Libya. Avec plaisir, marhaba bik. En fait, je ne suis pas présidente de SOS Disparus, c'est ma mère, la pauvre, qui est souffrante actuellement, qui est vraiment la présidente de SOS Disparus. Nous avons créé toutes les deux l'association, mais c'est elle la présidente, moi je suis la porte-parole. Ok, alors Nassera Dutour, porte-parole de SOS Disparus. Avec nous, c'est Rachid Mesli, avocat et directeur juridique d'Al-Karama. Monsieur Mesli, bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Je salue par la même occasion vos téléspectateurs. Merci à vous. Avec nous aussi depuis Alger, Karim Tabou, président de l'UDS. Monsieur Tabou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir aux invités. Marhaba bikoum. Nassera Dutour, le monde célèbre aujourd'hui donc la journée internationale des victimes de disparition forcée. Madame Dutour, porte-parole de familles disparues, pourriez-vous, pour commencer, diriez-vous que, Madame Dutour, que le phénomène de la disparition forcée est une injustice normalisée par l'oubli aujourd'hui? C'est exactement ce qu'on a écrit sur Facebook aujourd'hui, une injustice normalisée par l'oubli aujourd'hui. C'est difficile à expliquer si c'est une injustice, si c'est ce qu'on ressent, c'est pire qu'une injustice, c'est un crime odieux que de faire disparaître une personne et de laisser derrière toute une famille qui ne sait pas et qui cherche à savoir. C'est pire, c'est cruel. Il n'y a pas de mots pour définir ce que c'est qu'une disparition forcée, il n'y a pas de mots pour définir ce qu'une mère ressent quand elle ne sait pas où est passé son fils, ce qu'une mère ressent quand elle ne sait pas ce qu'on a fait de son fils, ce qu'elle ressent quand elle connaît, comme moi, qui est récolté, qui est recueilli, et beaucoup de témoignages de torture par où sont passés ces gens-là, et se dire que mon fils aussi est passé par là, c'est plus que cruel, quoi. Je rappelle que vous êtes maman de disparu Amine. Je suis la mère d'Amine qui a disparu en 1997. 30 janvier 1997 exactement, ça fait 21 ans et 7 mois. Je n'ai pas arrêté de compter les jours, je n'ai pas arrêté de compter les semaines, je n'ai pas arrêté de compter les mois. Je n'ai pas arrêté d'espérer, je n'ai pas arrêté d'être sûre que mon fils est vivant et qu'il va revenir un jour frapper à la porte et dire « Maman », comme il me dit dans mes rêves, « Maman, je suis là ». Il va frapper à la porte et dit « Maman, je suis enfin là, je suis revenue ». On m'a laissé partir, ou je me suis enfuie, j'ai réussi à ruser et à trouver un moyen de sortir de là où j'étais et je suis arrivée jusqu'à toi. Madame Dutour, après 20 ans de lutte justement, on en est où avec ce dossier des disparus? C'est la lutte qui continue. On continue à nous battre. Malheureusement, on a perdu beaucoup de mères, beaucoup de pères qui sont décédés. Entre 2016 et 2017, il y a peut-être une dizaine de personnes, de parents de disparus qui sont décédés. Ma mère elle-même qui a beaucoup combattu, qui s'est battue, qui était très dynamique, qui était tous les jours sur le terrain, qui était là, qui préparait ses photos, qui préparait ses rassemblements, ses réunions tous les mardis avec les membres du bureau d'SOS, ses rassemblements, les formations qui m'épaulaient, qui étaient un grand soutien pour moi. Aujourd'hui, elle a baissé les bras. Elle ne veut plus se battre, elle est moralement fatiguée et elle est très souffrante. Voilà. Donc le nombre diminue, vous l'avez remarqué sur les rassemblements du mercredi, les rassemblements du mercredi continuent.
J'espère qu'on restera là jusqu'à ce jour où on fera la vérité, et on la fera la vérité. Ça, c'est, on ne peut pas s'empêcher, on peut pas ne pas y passer. La vérité, on la fera. Mais même si le nombre continue, le peu qu'on reste, eh ben, on continue à nous battre, à crier haut et fort, et d'être présent, et de rendre visible notre combat, notre lutte, de ne pas s'arrêter, dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le droit, quand est-ce qu'on saura, quand est-ce que les autorités algériennes voudront enfin nous dire la vérité, nous dire où sont surtout les disparus. C'est pas seulement la vérité, la vérité et la justice, ça c'est clair. Oui. Mais où est-ce qu'ils sont d'abord? Où est-ce qu'ils sont, morts ou vivants, comme disent les mères de disparus, et ils ne les ont pas mangés. S'ils sont morts, il y a des restes, dans les restes. On sait qu'il y a malheureusement, et on l'a entendu maintes et maintes fois par les autorités, les plus hautes autorités algériennes, qu'il y a des charniers, qu'il y a des tombes sous-is, qu'il y a des trucs, qu'il y a malheureusement. Ben, nous, ce qu'on demande, c'est ouvrir ces tombes. Déjà, c'est un début de vérité. Absolument, oui. Revenons un peu justement aux chiffres, parce que ces gens, ce n'est pas qu'un chiffre. Malheureusement, on va parler de chiffres, mais c'est des âmes, c'est des personnes, oui, c'est des pères de famille, c'est des enfants, c'est des femmes, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a une contradiction énorme dans justement le chiffre. Dans les autorités, on parle de 4 000, on parle de 6 000, des associations qui parlent de 20 000. Moi, le chiffre m'importe peu. Un disparu, c'est trop. Absolument, oui. Une mère qui cherche son fils ou sa fille, c'est trop. Une mère qui ne sait pas, c'est trop. Il y a des chiffres, effectivement, mais bon, on n'a pas de fichier. Est-ce que les autorités ont mis en place un fichier central qui va recenser tous les disparus? Nous, on a un fichier, on a un site, on a une base de données. On peut dire qu'il y a 8 000 on peut dire qu'on n'a pas 8 000 personnes, on n'a pas 8 000 dossiers complets, parce que quand on dit un dossier, c'est un dossier où on a le témoignage de la famille, où on a le contact avec la famille, où on a la photo du disparu, où on a les démarches, on a tout ça. Mais on peut dire que le nombre, d'ailleurs, c'est le chiffre officiel de l'État, hein. Oui. Quand il répond aux instances internationales, il dit, nous avons, en parlant d'indemnisation, entre guillemets, il dit, nous avons indemnisé 8024 familles. Donc c'est le chiffre officiel. Que donne le gouvernement. Que donnent les autorités algériennes aux instances internationales, et notamment à l'ONU. Donc le fait est là. Nous, quand on disait 8 000, déjà à l'époque, dans 1999, on avait organisé un événement où on avait mis 3 000 ballons, on avait fait un lâcher de ballons avec 3 000 noms de disparus, 3 000 ballons avec chaque ballon un nom. Ils nous ont dit que j'étais folle. Il n'y avait pas 3 000 disparus. Aujourd'hui, c'est le chiffre officiel, 8 024. Okay. Mais un disparu, c'est déjà trop. C'est déjà trop, oui, absolument. Pour la famille, pour les siens, bien sûr, et pour toute l'Algérie, bien sûr, pour sa patrie surtout. Et c'est des Algériens, et c'est voilà. Un Algérien qui a disparu, ou une Algérienne qu'on a fait disparaître. Et on n'est pas à l'abri de disparaître encore, c'est ce que doivent comprendre les gens. On n'est pas à l'abri d'une guerre, on n'est pas à l'abri de faire disparaître encore. Il y a encore des gens qui disparaissent. Tout le danger est là, justement. Madame Dutour, je vais voir Monsieur Mesli, Maître Mesli. Est-ce qu'on peut avoir une petite définition ou c'est quoi la différence entre un disparu et un disparu forcé? Au sens du droit international, une personne qui est disparue, c'est une personne qui a été arrêtée par des forces du gouvernement, ça peut être l'armée, la police, la gendarmerie, ou des milices qui sont contrôlées par le gouvernement, oui. Et pour lequel ces autorités policières ou militaires refusent de reconnaître la détention. Donc, l'élément fondamental de la disparition forcée, c'est le déni de reconnaissance de la détention de la personne qui a été enlevée. Et un disparu, évidemment, ça recouvre une notion beaucoup plus large, comme celle des personnes qui peuvent disparaître en mer, mais ça n'a rien à voir avec la notion de disparition forcée qui constitue un crime international. Monsieur Mesli, vous avez très bien suivi ce dossier. Donc, qu'en est-il du dossier de disparu, justement, concernant l'Algérie à l'ONU? Alors, au niveau de l'ONU, il faut d'abord rappeler que la question de la disparition forcée est toujours présente au niveau des Nations Unies et au niveau des mécanismes des Nations Unies, et ce, en dépit de tous les efforts de la diplomatie algérienne depuis plus de 20 ans pour tenter, parfois même avec la complicité de certains États amis, pour tenter d'enterrer ce dossier. Ce dossier est toujours présent, il est toujours vivant, la question des disparitions forcées en Algérie et des crimes qui ont été commis durant la décennie 90 est toujours posée, et tant que les autorités algériennes n'apporteront pas une réponse claire, convaincante, pour dire
pour chaque cas de disparition, où est cette personne, qu'est-elle devenue, et quelles sont les personnes qui sont responsables de son sort. Tant que les autorités algériennes ne répondront pas d'une manière convaincante à ces questions, le dossier des disparitions forcées restera toujours présent au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau du Comité des droits de l'homme ou au niveau du Conseil des droits de l'homme, qui également suit cette affaire à travers les procédures spéciales. Restez avec nous, Monsieur Mesli. On va revoir la vidéo de Bouteflika qui s'adressait à une maman de disparue. Et on revient. Monsieur Karim Tabou, en regardant cette vidéo, on y voit beaucoup cette expression de mépris, d'arrogance, cette colère qu'il ne fallait pas parler ou justement toucher à ces sujets qui fâchent. Est-ce qu'aujourd'hui, traiter un dossier, c'est tout simplement l'enterrer en Algérie? D'abord, je salue les invités, je salue tous les militants, toutes les familles qui souffrent et qui continuent de nous rappeler à chaque fois ces souffrances, mais surtout ces questions qui auraient pu, qui devaient relever des priorités de la classe politique et du débat national. Parce qu'en fait, bien sûr que le pouvoir au-delà du mépris a tout fait pour enterrer ce dossier, en usant des procédés, j'allais dire, qui parfois ont dépassé l'acte de disparition lui-même. Lorsque vous soumettez des familles entières à un chantage social, un chantage en tout genre, c'est peut-être pire que le fait de faire disparaître des personnes. Les faire renoncer à leur dignité, les obliger à signer des papiers, est un acte plus grave, j'allais dire, que l'acte de disparition. Sur le plan politique, effectivement, Mme Ditour a bien raison de dire, au-delà des chiffres, au-delà des affirmations officielles, mais dans ce pays, on a consacré un fait qui est gravissime. On a considéré qu'il y a des disparus et on a pris toutes les dispositions, entre guillemets, à l'effet d'aboutir à des réparations matérielles relatives, bien sûr. Je passe sur ce point-là. Mais en finalité, on a dit aux Algériens tout simplement qu'il y a eu des gens qui ont été victimes de la disparition. Et puis à côté, en face d'eux, ce sont des actes isolés. Moi, j'ai plusieurs fois entendu le président de la Commission des droits de l'homme, Farouk Senteni, qui avait déclaré un jour que c'était effectivement en phase de recensement et que la majorité des cas étaient des cas isolés, des actes qui sont commis par des agents des services de sécurité, mais sans que cela ne soit un procédé organisé ou Et la réalité, elle est là. C'est que on a recensé des cas de disparition. On a même refusé que des gens soient recensés. On a exercé toutes sortes de pressions pour que les gens ne déclarent pas ce qu'ils ont subi comme violence, comme atteinte à leur honneur, à leur dignité, à leur existence, etc. Et puis le pouvoir s'est employé d'une manière insidieuse par des instruments politiques, par une propagande politique, par un arrangement juridique de loi, par laquelle tout simplement il accepte la présence de cas de disparus, mais il refuse de reconnaître la présence d'une machine qui a fait qu'il y a autant de disparus. Il y a eu pendant ces années-là une machine qui a fait de la disparition un procédé par lequel on punit les gens, on arrête les gens,
on leur fait toutes sortes de violences. Et puis, à la fin, finalement, la loi elle vient interdire aux victimes d'évoquer ce crime, interdire aux victimes de soulever des interrogations, interdire aux victimes de se donner les moyens de se défendre même à l'extérieur, sous peine d'être accusés de vouloir remuer le couteau, de vouloir remettre le pays dans l'instabilité, etc. Et puis à côté, on a tout simplement consacré l'impunité. On a dit à ces commanditaires qui sont politiquement responsables de ces disparitions, qui relèvent des crimes, qui auraient pu et qui devaient donc conduire ces personnes devant des tribunaux. Malheureusement, Bouteflika et le système politique algérien a fait que ce dossier soit clos sans donner aucune possibilité aux militants et aux victimes d'évoquer le sujet. Karim Tabou, justement, vous êtes peut-être l'un des rares présidents de partis politiques qui s'expriment sur ce sujet, à chaque fois d'ailleurs, à chaque occasion. Comprenez-vous justement le silence des partis, des hommes politiques en Algérie aujourd'hui sur ce dossier? Honnêtement, on ne fait pas assez. On fait pas assez. D'abord parce que la classe politique, ou ce qui fait office de classe politique, s'est laissé entraîner dans des jeux de coulisses, dans des jeux politiciens, et qu'une grande partie de cette classe politique cherche à avoir des ancrages dans les institutions de l'État, donc à avoir les faveurs du pouvoir, à avoir la clémence entre parenthèses du pouvoir. Et puis dans un pays où la vie politique est réduite à une série infinie d'élections, par le temps, cette logique-là a sécrété des attitudes électoralistes chez les partis politiques. Et ces partis politiques sont devenus de simples appareils qui sont réduits à la figuration et qu'en finalité, seul le pouvoir peut décider de qui représente quoi, qui a une présence sur la scène. Le verrouillage politique, le verrouillage médiatique, la fermeture quasi intégrale des espaces d'expression, des espaces de débat, des espaces de réflexion, a fait que la classe politique est réduite aujourd'hui à une logique de figuration. Et un sujet tel que le sujet des disparus gêne autant le pouvoir que la classe politique, en fait. Parce que la classe politique, quand elle évoque ce sujet, ça lui impose une attitude d'honneur, une attitude de principe. Et je pense qu'une grande partie de la classe politique a renoncé à cet honneur et a renoncé à ces principes. Restez avec nous, Karim Tabou. Nassera Dutour, c'est sans surprise que le comité des droits de l'homme à Genève il a condamné l'Algérie. Donc, est-ce que pensez-vous que les dirigeants donneront vraiment suite aux recommandations de l'ONU par rapport à ce sujet? Ils n'ont pas donné suite aux premières recommandations, enfin les précédentes recommandations en 2007, qui étaient en notre faveur également. Et donc là, mais bon, nous, notre travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait des avancées. Donc en 2007, je connaissais moins les rouages des instances internationales. Aujourd'hui, je suis un peu plus informée sur les mécanismes, comment ça marche et tout ça. Donc, nous, on est en train de réfléchir comment mettre en place des activités, faire des actions afin que au moins certaines de ces recommandations soient mises en œuvre. Et ça, on va y mettre tous nos efforts pour que au moins certaines des recommandations soient mises en œuvre. Mais si on ne fait rien, c'est bien sûr, on ne fera rien. Mais bon, si on avait une classe politique assez existante, je ne dirais même pas forte, voilà, existante, parce que très peu de partis politiques, comme le nom l'indique, sont réels. Comme disait Karim Tabou, exactement. Est-ce qu'on a une classe politique en Algérie? Bon, très très faible. On a des personnes politiques, des personnages politiques qui voudraient faire des choses, mais qui ont les mains liées, les poings liés, parce qu'ils n'ont pas de soutien, parce qu'ils se retrouvent seuls comme nous à se battre contre une machine infernale.
Mais si on Justement, avait on a une classe appris que vous avez- politique, oui, cette classe politique, on pourrait aller la voir et la pousser pour que ces recommandations soient mises en œuvre. Malheureusement, on s'adresse à un mur, mais on essaye de pousser ce mur afin de faire des fissures, de passer au travers. Justement, Madame Dutour, nous avons appris que vous avez sollicité quelques partis politiques justement en Algérie dans le but justement d'évoquer l'ouverture de quelques charniers, des tombes. Les tombes sous X, Oui. surtout les tombes Quelle sous était X. la réaction? Il y a 3000 tombes sous X sur le cimetière de la Halia. Quand vous allez au cimetière du côté de la Morgue, c'est un espace à perte de vue, c'est immense, c'est à perte de vue, où il y a des tombes et des tombes et des tombes qui sont sous X. Ça veut dire des tombes anonymes. On ne sait pas qui est dedans, qui est enterré. Et Dieu sait si par les témoignages, j'ai appris que dans une tombe, il pourrait y avoir jusqu'à 5-6 personnes dans la même tombe. C'est ce que les parents de personnes disparues qui ont eu, malheureusement j'allais dire ça, mais je vais dire quand même la chance de savoir que leur fils est enterré là, qui ont assisté à des enterrements ou des mères disparues qui allaient au cimetière dans les années 90, à la fin des années 90, pour essayer de voir s'il n'y avait pas les leurs qui étaient les nôtres qu'ils emmenaient enterrer, qui ont vu ces enterrements se faire dans ces tombes anonymes. Donc nous, ce qu'on demande, c'est pourquoi est-ce qu'on cache cette vérité? De quoi est-ce qu'ils ont peur? De quoi ont-ils peur? Quand je dis ils, je parle des autorités algériennes, je devrais dire Oui. elles. De quoi ils ont peur? Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas ces tombes? Déjà Ils ont qu'on peur de la sache justice qui- peut-être, s'ils reconnaissent tout ça? Ils ont peur de l'image. Ils ont peur de qu'en dira-t-on. Ils ont peur de la justice. Est-ce qu'on est assez fort pour les emmener? Est-ce qu'on a une justice déjà en Algérie? On a une justice aux ordres, tout le monde le sait. La justice n'est pas indépendante en Algérie. Donc, mais ils ont tellement commis d'horreurs dans ce pays que oui, ils ont peur. Ils ont peur un peu de leur ombre, ils ont peur de nous, ils ont peur un peu de tout, parce qu'ils ne sont pas tranquilles. Mais qui commence par ouvrir ses tombes, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on veut la vérité. Ce serait un semblant de vérité qui commence. Mais les partis politiques, oui, on est allé les voir et on va les voir et on continue de les voir. Même si on n'y croit pas, on y va pour dire qu'on est là, on existe. Et vous devez faire avec nous. Nous sommes là. Vous êtes nos représentants. Vous êtes les représentants du peuple. Vous devez. Et là, récemment, juste avant les vacances, au mois de juillet, on a encore vu des partis politiques. Là, on reprend, au mois de septembre, on reprend encore des partis politiques. Il va y avoir les élections présidentielles. On va aller voir les candidats aux élections. On n'arrête pas, on est là. Même si on n'y croit pas, on va les voir. Il faut qu'ils nous voient, il faut qu'ils sachent qu'on est là. On a été les voir pendant les législatives, on leur a dit qu'il faut intégrer le problème des disparus dans votre programme. La vérité et la justice, l'établissement de la vérité déjà. Et quelles étaient les réponses des partis politiques? Oh oui, bien sûr, on va faire, mais vous avez entendu un parti politique parler des disparus pendant leur campagne? Pas du tout, justement. Personne? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le FNL a refusé de nous accueillir, de nous recevoir. Mais les autres partis qui nous ont reçus, mais oui, bien sûr, mais vous savez, on est très sensible à votre question, mais on ne vous demande pas d'être sensible, on vous demande de faire. On n'est pas là pour vous sensibiliser, vous devez être sensible sans qu'on soit là. Vous devez savoir que des milliers d'Algériens ont été disparus par les forces de l'ordre et que ce sont des gens qui sont censés faire respecter la loi qui ont commis ces meurtres, qui ont commis ces crimes. Parce que c'est un crime. Faire disparaître quelqu'un, c'est un crime odieux. Donc on vous demande de faire. On vous demande d'ouvrir un débat à l'Assemblée nationale. Ouvrez un débat sur la question des disparus et la vérité sur la question des disparus. Si on veut tourner la page, ce n'est pas à coup de marteau, en nous martelant avec leur charte, qu'ils vont réussir à tourner la page. La page, elle n'a pas été tournée. La charte a été adoptée en 2005. La page n'est pas tournée. Les textes d'application de la charte ont été promulgués, sont entrés en vigueur en 2006. Ils ont cru nous faire peur avec l'article 46, nous menaçant d'emprisonnement. Eh bien, comme dit certains, l'Algérie, là, on est déjà dans une prison. L'Algérie est une grande prison. On n'a pas peur d'aller en prison. Et pourquoi est-ce qu'on aurait peur? On n'a pas volé, on n'a pas pillé, on n'a pas tué, on n'a pas égorgé, on n'a pas pillé ce pays. Ceux qui ont pillé, c'est pour ça qu'ils ont peur. Ceux qui ont pillé ce pays, eux, ils doivent avoir peur. Ils doivent avoir honte d'avoir rendu le pays comme il est aujourd'hui. Diriez-vous justement que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale adoptée en 1995 pratique l'impunité et l'oubli? Mais c'est une impunité. C'est une impunité. Quand on dit que nul n'a le droit de déposer des plaintes contre les agents de l'État qui ont dignement servi la nation, c'est une impunité. S'ils ont pondu cet article, c'est parce c'est pour l'utiliser. Et on a eu des réponses de la justice qui dit que la détection des disparus n'est plus du ressort de la justice. Ça, c'est une justice, ça? C'est pas une justice.
Quand on pardonne à des criminels, on a pardonné en 1999 avec la concorde civile à des groupes armés qui, soi-disant, rendaient les armes, qui n'ont pas commis de crimes, pas de massacre, pas de viol, mais tout s'est fait dans l'opacité totale. On ne sait pas qui s'est rendu, qui ne s'est pas rendu, qui a commis, qui n'a pas commis, qui a fait, qui n'a pas fait. En 2005, on recommence avec la charte, avec les textes d'application de la charte, extinction des feux, pour qui rendrait les armes, mais cette fois-ci, non seulement l'impunité pour les groupes armés, mais aussi l'impunité pour les agents de l'État qui ont dignement servi la nation. On tue, on massacre, on vole, parce que quand il y a eu des disparitions où ils ont pillé la maison, ils ont saccagé des maisons entières, et après on dit qu'ils ont dignement sauvé la nation. Monsieur Maître Mesli, justement, ces victimes, parlons un peu de ces victimes. Est-ce que, quelles procédures, d'abord, sont possibles pour les victimes et est-ce qu'ils ont une chance d'aboutir, surtout? Alors écoutez, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien compléter un peu ce que mon ami Karim Tabou a dit tout à l'heure à propos de la nature du régime. Et il faut, tout à l'heure, vous aviez dit à raison que la répression continue à ce jour. Après avoir commis des crimes, le même régime, parce qu'en fait il s'agit du même régime, continue à réprimer tous ceux qui dénoncent ce crime. Alors il faut rappeler il faut dire que l'attitude de ce régime s'explique d'abord par le fait qu'il n'a pas changé depuis 1999. Ce régime, le régime actuel, est fondé sur un accord qui a été passé entre Bouteflika, qui était censé alors, grâce à l'aura internationale qu'on lui prêtait, un accord qu'il a passé avec la hiérarchie militaire au pouvoir alors. Alors, selon cet accord, il faut rappeler que Bouteflika s'engageait à protéger cette hiérarchie militaire de toute poursuite pénale pour les crimes qu'ils avaient commis pendant les années 90. Ça s'est ensuite matérialisé donc en 2006 par cette fameuse ordonnance qui a organisé une amnistie pour ces auteurs de crimes. Il faut dire également que Bouteflika et le régime de Bouteflika a toujours tenu parole, puisqu'il a d'abord promulgué cette loi, mais il ne faut pas oublier également qu'il a maintenu pendant de longues années tous les généraux qui étaient à la tête de l'armée et des services de renseignement, il les a maintenus en poste. Aucun d'eux n'a jamais d'ailleurs été inquiété, à part ceux qui ont commencé à révéler certaines vérités, comme le général Benhadid. Au contraire, et bien plus que ça encore, par exemple, si on prend le cas du général Nzar, bien qu'il soit millionnaire en dollars, c'est toujours l'État algérien, via l'ambassade d'Algérie en Suisse, qui paye ses avocats dans la procédure qui a été engagée contre lui en Suisse, et ça, 25 ans après sa mise à la retraite. Donc, il est tout à fait clair que ce régime ne changera jamais d'attitude. Il a été instauré pour protéger et pour taire tous ces crimes qui ont été commis durant près d'une décennie. Et bien sûr, et bien évidemment, tant qu'il n'y aura pas de changement radical dans le pays, il est difficile de concevoir une justice à l'intérieur du pays. Bien sûr que la justice n'est pas indépendante. Donc la solution est politique, la solution est dans le changement du pouvoir, du régime, d'instaurer la démocratie. Évidemment, la meilleure justice, c'est la justice nationale. C'est la seule qui peut réellement... d'ailleurs, c'est la seule qui peut prouver son efficacité. Sur le plan international, bien sûr, on a engagé des procédures, on a fait des plaintes devant les comités des droits de l'homme. Le groupe de travail a été saisi par plusieurs ONG de milliers de cas de disparition forcée. L'affaire est toujours pendante devant les Nations Unies, bien qu'il faut quand même ajouter qu'il y a une autre procédure qui est possible et qui a été engagée. Il y a une procédure de plainte qui existe au niveau du Conseil des droits de l'homme et qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été engagée. Cette procédure de plainte peut aller très loin. Elle est pendante en ce moment devant les Nations Unies
et nous espérons que cette procédure aboutisse à une enquête soit par des experts des Nations Unies. En tout cas, il est clair que cette procédure aura des suites et dans un temps relativement court peut-être. Restez avec nous, Monsieur Mesli. Avant de passer à Karim Tabou, on va regarder cette petite vidéo de Hussein Aït Ahmed et on revient. Le chef du gouvernement, qui a géré l'état de siège pendant 4 mois, n'a pas tenu sa promesse d'élections législatives libres, propres et honnêtes, trop occupé qu'il était à se préparer une majorité présidentielle. Une fois de plus, les Algériens et Algériennes assistent épuisés aux luttes de sérail. C'est en définitive leur avenir démocratique qui en supporte les conséquences. On ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Karim Tabou, donc c'était Fouaït Ahmed Allah yarhamou. Les putschistes de 92 déclaraient, et déclarent toujours jusqu'à aujourd'hui justement, qu'ils ont sauvé l'Algérie. Mais plus de 20 ans après, Monsieur Tabou, est-ce que l'Algérie a été sauvée? Bien sûr que ce n'est pas le cas. Tous ceux qui avaient prétendu défendre la République, aujourd'hui on est dans une République sans public. On est dans une République de groupes d'intérêt. On est dans une République où sévit la loi de l'omerta d'un côté et la loi de l'hoziyya de l'autre côté. On a dépassé les limites d'un fonctionnement d'un État selon des normes. Même les normes dictatoriales, ils ne sont pas respectés. On est devenu un État qui n'a pas de normes. Bien sûr que la question est fondamentalement politique. Au-delà de la tentative de créer des habillages juridiques pour empêcher les gens de revendiquer la vérité et d'arriver à des enquêtes indépendantes et d'arriver à la restitution des droits à ceux qui ont été spoliés de ces droits. Mais par moment, ces dossiers-là, certains lieux du pouvoir, dans leurs conflits internes et dans leurs arrangements internes, dans leurs négociations internes, trouvent du plaisir à instrumentaliser ce genre de dossier. Je m'explique. Oui. Il y a eu tout un débat dans le pays qui n'est pas arrivé à un niveau de débat politique sur la responsabilité des services du DRS pour certains événements. Souvenez-vous, l'ancien secrétaire général du FNR avait même accusé le chef du DRS, le général Toufik, d'avoir été derrière les événements de Gardaya qui ont quand même qui ont enregistré plus de 30 morts. Après, on a vendu à l'opinion publique, on a dissous le DRS et qu'on a divisé en 2 sous-directions, l'une attachée à la présidence, l'autre attachée à l'institution militaire. Et en fait, on n'a jamais posé le vrai débat sur la nécessité d'ouvrir à l'opinion publique, politique, des médias, des associations qui défendent des familles disparues, des associations qui défendent les victimes du terrorisme sans exception, l'ouverture de l'archive du DRS a l'effet de jeter le coup d'œil sur ce qui fait la mémoire de ce pays. Et puis, effectivement, comme l'a si bien expliqué Maître, la question politique parce que les responsables politiques de ce pays avaient conclu, et le pacte est toujours en vigueur, un pacte de complicité par lequel, tout simplement, les responsables de la décennie qui a fait autant de dégâts pour le pays sont là, soutiennent, apportent leur caution en échange
de la garantie de l'impunité qui leur est garantie. Justement, Et Karim Tabo, Monsieur Tabo, pourquoi justement toutes les tentatives de sortie de crise que l'Algérie a vécues, 94, 95, 97, les propositions de Mehri, les propositions de Hussein Ait Ahmed, pourquoi ont tous échoué d'abord? Et quel était le rôle de Bouteflika justement après sa venue pour assurer cette continuité et l'impunité en Algérie? L'échec d'abord est dû au fait que le pouvoir a été violent et le continue de l'être. Il empêche le débat, il empêche la politique, il empêche les médias, il empêche l'associatif, il empêche tout simplement l'existence même de la société civile. Et puis, concernant Bouteflika, n'oublions pas qu'effectivement l'accord qui fut conclu en 1999, c'était le soutien à Bouteflika par les généraux décideurs en échange de l'impunité et des lois que Bouteflika avait pris l'engagement de sortir, d'élaborer à l'effet de leur garantir l'impunité. Souvenons-nous, on avait vendu aux Algériens l'idée que le président de la commission des élections en 1999, en la personne de Mohamed Boujaoui, Oui. on a vendu l'image, mais ce n'était pas aux Algériens, mais c'était beaucoup plus aux généraux décideurs, que le président de cette commission était juge à la Cour de la Haye, qui avait besoin à cette époque-là de la couverture de quelqu'un qui fut juge à la Cour de la Haye. Et par la suite, souvenez-vous également qu'après les élections, le même président de cette commission désigné ministre des Affaires étrangères. Mais c'est toujours dans la logique du pacte par lequel on a voulu apporter la preuve aux généraux de son respect absolu du pacte passé avec les généraux. Et en dernier ressort, n'oublions pas, et nous devons rappeler à chaque fois l'opinion publique, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même 3 conflits fratricides qui ont permis des traumatismes profonds dans l'humanité. Je ne parle pas des conflits nés de ce qu'on appelle le printemps arabe, Oui. mais 3 conflits majeurs. C'est le conflit de Rwanda, qui a fait plus de 850 000 morts, qui a fini par un tribunal pénal international. Il y a eu le conflit de la Yougoslavie, qui a également abouti à la mise en place d'un tribunal pénal international qui a traité la question. Et malheureusement, là, ce qu'a vécu l'Algérie reste un cas unique de conflit qui a fait des dégâts énormes, qui a laissé une facture macabre, et les gens n'ont pas été contraints de... Monsieur Tabo, Monsieur Tabo, vous m'amenez justement à la question suivante. Est-ce que ces mêmes généraux, ces mêmes barons, si on ose dire, qui ont bénéficié de cette impunité justement de la charte dont on parlait tout à l'heure, est-ce que les Algériens qualifient aujourd'hui de mafiocratie, est-ce que c'est toujours eux, c'est toujours les mêmes qui sont derrière les affaires aujourd'hui? Je pense que la logique du pouvoir a toujours été que les décisions se prennent dans des cercles limités, qui soient constitués de militaires, de milieux financiers, de milieux d'affaires. Mais comme les mêmes à avoir géré ce pays, ils sont dans les finances, ils sont dans l'institutionnel, ils continuent de gérer, d'avoir le monopole, d'exercer le monopole absolu sur la décision politique. Et il est clair aujourd'hui que l'une des crises majeures que vit le pays, c'est ce refus de transférer la décision politique de ce cercle limité, le cercle d'intérêt, vers la sphère publique qui est le peuple qui doit se doter par lui-même d'instruments démocratiques. Monsieur Tabo, 20 ans après toutes ces histoires, justement, on assiste au retour de l'armée justement sur la scène politique. Est-ce normal? Pourquoi l'armée ne retourne pas dans sa caserne? Absolument, et c'est ça le grand paradoxe, c'est également une dimension de la crise. Au lieu de voir la classe politique revendiquer le retrait de l'armée des affaires politiques, on est encore dans une confusion, on est encore dans une classe politique qui prétend être dans l'opposition, qui demande à l'armée d'exercer le pouvoir par les voies directes. Et ces confusions a fait que, j'ai bien écouté
notre camarade Nassera, qui a rapporté comment les entretiens ont eu lieu avec les partis politiques. Mais fondamentalement, certains partis politiques n'ont pas encore brisé dans leur tête cette barrière psychologique par laquelle ils acceptent que la question des disparus est un crime commis par le pouvoir. Ils ne veulent pas franchir cette barrière psychologique et ils sont toujours dans des arrangements, ils sont toujours dans des attitudes par lesquelles ils ne veulent pas s'attirer les colères et les punitions du pouvoir. Restez avec nous, Monsieur Tabou, Madame Dutour. L'Algérie a été condamnée à plusieurs reprises par les instances onusiennes. Et pourquoi est-ce que le groupe de travail, justement, sur les disparitions forcées n'a jamais été autorisé à mener des enquêtes sur le terrain en Algérie? À notre grand désespoir, il a failli. Ils lui ont fait croire en 2004, ils ont fait croire les autorités algériennes, ils ont fait croire au groupe de travail sur la disparition forcée qu'ils allaient lui donner l'autorisation de venir en 2014, pardon. 2004, j'ai dit. 2014. 2014 de pouvoir venir en Algérie, mais en fin 2014, ils ont dit que non, finalement, une réunion s'est tenue et on a décidé que vous ne pouvez pas venir en Algérie. Mais c'est normal qu'ils n'autorisent pas, comme ils n'autorisent pas le rapporteur spécial sur la torture, comme ils n'autorisent pas le rapporteur spécial sur la liberté d'association, comme ils n'autorisent pas le rapporteur spécial sur la vérité et la justice. Il y a un rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de la justice et les garanties de non-répétition, parce que c'est important, les garanties de non-répétition. J'allais vous poser la question, justement. Ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Parce que le groupe de travail, c'est pas qu'ils n'ont pas, ils ont refusé d'emblée comme ça. Et on dit, vous venez, mais vous venez de... Pourquoi il y a l'absence d'information, justement, sur ces mesures? Les mesures, lesquelles? Les mesures de non-répétition. Pour l'instant, avant de mettre en place des mesures de non-répétition, il faudrait faire la vérité et la justice. Pour qu'il y ait des garanties de non-répétition des crimes, c'est quoi? C'est la justice indépendante, c'est l'indépendance de la justice. C'est qu'il y ait de véritables institutions en Algérie et que ces institutions soient libres et impartiales, qui font leur travail, qui jouent leur rôle, autant pour les partis politiques, que chacun joue son rôle dans ce pays. Ce qui est impossible aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas... C'est impossible, rien n'est impossible dans le monde. Non, on se bat pour que ça devienne possible. Absolument. On se bat pour que le pays devienne une démocratie, que le pays Mais aujourd'hui, est-ce possible en Algérie avec le pouvoir? On ne se bat pas seulement, parce que la vérité et la justice, ça commence par l'état de droit. Si on n'a pas d'état de droit, on parlait de ce régime en place, tant que ce régime est en place, reste en place, parce qu'ils enlèvent Paul pour mettre, ils enlèvent Mohamed pour mettre Brahim, ils enlèvent Brahim pour mettre Smaïn, ainsi de suite. Soi-disant que le DRS n'existe plus, mais tout ça, ils enlèvent des personnes pour mettre d'autres personnes. Bouteflika va partir, il y aura un autre Bouteflika, ça c'est pas ça. Donc le système est là, oui. C'est le système qui est là. Tant que le système est là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de vérité, qu'il n'y aura pas de justice, qu'il n'y aura pas d'état de droit. C'est ce que disait Karim Tabou, il faut tout changer. L'anesthésie avec laquelle ils ont anesthésié ce peuple, ils ne vont pas la retirer toute, c'est comme ça. Mais il faut que le peuple se prenne en charge aussi, il faut que le peuple se bouge, il faut que le peuple se réveille, il faut qu'il sorte de cette anesthésie-là pour qu'on ait un véritable état de droit. Sinon, on restera, c'est sûr qu'on peut dire que c'est impossible, mais impossible, c'est pas un mot que Madame j'utilise Dutour, on jamais. approche de la fin justement de l'émission. Quelles sont les revendications aujourd'hui à l'échelle, sur le plan national et international des familles disparues? On a parlé de vérité et justice. On a parlé de retour de nos enfants, mais on n'a pas dit le retour de nos enfants, parce que dans l'introduction, vous avez parlé de personnes vivantes. Nous, on espère toujours que nos enfants soient vivants. On y croit, c'est pas qu'on espère, on ne peut pas croire le contraire, c'est pas possible. Je ne peux pas croire que mon fils est mort, même si il avait 21 ans, qu'aujourd'hui, il aurait 43 ans aujourd'hui, parce qu'il est né en 75, il aurait 43 ans au mois d'octobre prochain. Je ne peux pas croire, même si on lui a pris 20 ans de sa vie, je veux qu'il revienne vivant et qu'on essaye de rattraper, c'est impossible. Voilà un mot que j'utilise pour ça, oui. Mais je ne peux pas croire que mon fils est mort. Je ne peux pas croire qu'ils ont fait de lui une bête et qu'ils ont usé de sa jeunesse et qu'ils ont massacré sa jeunesse. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire que mon fils n'existe plus. Est-ce qu'il y a eu une relève justement aujourd'hui? C'est pour ça qu'on est là dehors, parce que avec nos photos, parce qu'ils sont là, nos disparus. Ils n'ont pas disparu, ils sont là. Est-ce qu'il y a eu une relève justement par rapport à ce combat? Et est-ce un soulagement pour vous? Les enfants de disparus? Oui, il y a une relève, bien sûr, et les enfants disparus qui viennent nous voir et qui veulent reprendre le flambeau. Il y a
des enfants disparus dont les parents sont morts et qui veulent aujourd'hui continuer le combat de leurs parents, qui sont trop malades, qui ne peuvent plus bouger. Et à la relève, c'est un soulagement. Oui, c'est un soulagement, c'est une sécurité pour la continuité du combat. Mais j'espère voir la fin de ce combat de mon vivant. J'espère que la vérité se fasse de mon vivant. Maintenant, on ne peut pas savoir. Maître Mesli, comment se fait-il que jamais aucun responsable des disparitions ou des autres crimes n'a jamais été inquiété par la justice, ni en Algérie, ni à l'étranger? Bon, jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le régime algérien a bénéficié à différents niveaux de beaucoup de complicité sur le plan international. Bien sûr, il faut rappeler que les disparus sont des mauvaises victimes, puisqu'elles étaient qualifiées d'islamistes et très peu sur la scène internationale, beaucoup de pays ont appuyé le régime algérien parce que, pour des raisons qu'on peut comprendre, pour des raisons politiques. Ce que je voudrais ajouter, vous savez, ces jours-ci, il y a eu la publication de plusieurs rapports qui seront rendus publics, qui seront publiés donc et au cours de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme qui doit se tenir le 10 septembre prochain. Et il y a quelque chose qui m'a marqué et qui constitue une première et qui nous donne également beaucoup d'espoir pour l'avenir. La notion de prescription. À propos de la commission d'enquête du Yémen, qui a relevé tous les crimes de guerre et les crimes de l'humanité qui ont été commis par l'Arabie saoudite et les Émirats dans le conflit du Yémen, pour la première fois, un rapport des Nations unies parle clairement de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui ont été commis, mais en citant pour la première fois les responsables de ces crimes. Le Mohammed Ben Salman, qui est l'héritier du roi d'Arabie saoudite, a été cité nommément, ainsi que toute la hiérarchie militaire d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont été cités nommément comme étant les auteurs potentiels de ces crimes. Alors, vous comprenez, avec tout le soutien que l'Arabie saoudite a du président Trump et d'Israël, en dépit de tout ce soutien, aujourd'hui, on peut retrouver dans des rapports des Nations unies des responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui sont nommément cités. Je pense que demain, en Algérie, on citera également dans un avenir proche tous les responsables de ceux qui ont commis des crimes. Justement, monsieur Mesli, justement, la disparition forcée est qualifiée crime contre l'humanité. Ce crime ne reconnaît plus la notion de prescription au-delà de 30 ans. Cela veut dire que les victimes peuvent poursuivre en justice leur bourreau à n'importe quel moment. Avez-vous l'espoir, justement, de voir ces gens, ces auteurs de ces pratiques jugées en Algérie ou dans un autre pays, par exemple, je ne sais pas, à La Haye? Absolument, je suis absolument convaincu que les auteurs de ces crimes seront poursuivis, qu'ils seront jugés et qu'ils seront punis. Et je souhaite bien sûr que ce soit en Algérie et pas à l'étranger. Merci, monsieur Mesli, restez avec nous. Karim Tabou, monsieur Tabou, est-ce qu'il y a toujours de l'espoir de sortir de la crise? Comment, surtout? Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Bien au contraire. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience assez élevée. D'abord auprès des jeunes, auprès de beaucoup de militants. Même si ces jeunes-là ne sont pas arrivés à un niveau d'organisation pour imposer et devenir un acteur décisif de la vie et de tous les jours. Mais je pense qu'il y a des militants, il y a des familles de disparus, il y a des militants de la démocratie, il y a des journalistes, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des collectifs de chômeurs, il y a des populations au sud comme au nord, partout dans le pays. Ce sont des éléments annonciateurs de changements certains. Et puis, le pouvoir lui-même est en train de se bouffer de l'intérieur. Il n'arrive plus
à donner des solutions aux problèmes que vivent les Algériens. Et on a vu une série infinie de scandales et de crises que vit le pays. Et le pouvoir s'est mis dans des attitudes d'incompétence, d'incapacité de gérer ces problèmes-là. Je pense que, bien au contraire, pour travailler davantage, il faut créer les conditions pour réunir toutes ces forces qui se battent. Et je pense que l'avenir nous appartient. Merci Karim Tabou, merci Atek Saha. Madame Dutour, un mot de la fin. Je vois en parlant d'espoir, je vois ces petits visages de petits jeunes là qui me regardent depuis tout à l'heure en brandissant des photos et l'espoir c'est eux. Ce sont ces jeunes-là qui malheureusement qui n'ont pas profité de leur jeunesse, qu'on ne leur a pas laissé vivre pleinement leur jeunesse, qui ont grandi dans la violence et qui aujourd'hui essayent de fuir cette violence, quelle qu'elle soit, par la barque en allant mourir en mer. Et j'espère que la jeunesse algérienne reprendra le flambeau un jour pour l'état de droit. Votre message peut-être au régime aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire au régime aujourd'hui? Je peux lui dire que c'est bon, il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il lâche les rênes de ce pays et qu'il nous laisse travailler pour reconstruire ce pays. Qu'il nous laisse, nous sommes capables de le faire. Et nous connaissons la démocratie et nous sommes capables de mener des combats démocratiques pour l'état de droit en Algérie. Qu'il s'en aille. Et on n'a pas tout perdu. Je voudrais qu'il s'en aille et qui nous laisse reconstruire le pays. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Merci Nassera Dutour, merci Karim Tabou, merci Maître Mesli. J'aimerais juste finir avec ces quelques phrases. Depuis des années, chaque jour que Dieu fait, avec sa nuit, vous déployez des efforts surhumains pour retrouver vos êtres chers, enlevés devant témoins par les forces de sécurité, ou pour le moins connaître le sort qui leur a été réservé. Lorsque l'on sait, par ailleurs, que vos démarches discrètes, vos suppliques, vos interpellations publiques se sont heurtées à la hugra institutionnalisée à tous les niveaux d'un pseudo-État. Vous symbolisez le véritable honneur de notre pays, un honneur inséparable de la vérité, de la justice et de la liberté, un honneur qui refuse de se mettre au pluriel, car les honneurs, les privilèges, les passe-droits vont aux opportunistes, leur destinataire naturel. Hussein Ait Hamed, le 15 septembre 2001. Merci à Atekom Saha, cette émission arrive à sa fin. Merci, au revoir.